Alors, je vous félicite du choix du sujet principal de ce congrès, qui est l'obésité. Pourquoi je vous félicite? Parce qu'il est en phase avec les modifications épidémiologiques, les changements épidémiologiques auxquels nous assistons. Et donc, ça m'a été demandé, et toujours dans le cadre de l'actualité, comment notre microbiote intestinal peut intervenir dans la genèse de l'obésité. Donc votre sujet principal aujourd'hui, c'est l'obésité. Je pense que vous avez été gâtés donc, durant 2 jours de conférences de qualité. Moi, je suis là pour essayer donc d'établir ce lien. On le sait, hein, depuis les années 2000, on n'a pas cessé d'impliquer le microbiote dans la genèse de beaucoup de pathologies. Et aujourd'hui, c'est quel mécanisme peut expliquer l'influence donc, de ce microbiote dans l'obésité. Alors, ce n'est pas sorcier, hein, donc je reviens à ce qui a été dit par Hippocrate. Il a dit que ton alimentation soit ta meilleure médecine, et que ton aliment soit ta seule médecine, et que ton aliment soit ton seul médicament. Ça revient à dire quoi? Ça fait des siècles et des siècles à dire que tout est, l'alimentation, elle est au centre. Et quand on parle de l'alimentation, on va parler de l'obésité, on va parler du microbiote, etc. Aujourd'hui, on est sûr que le microbiote utilise, parce que c'est une masse cellulaire qui demande à être nourrie, et il va utiliser les restes de notre alimentation. Alors les anglo-saxons appellent ça ce qu'on appelle le second meal. Et on prend un repas, le reste va être utilisé par le microbiote, et le microbiote va produire des métabolites. Et ces métabolites, aujourd'hui, interviennent et orchestrent pas mal de pathologies chez l'humain, et c'est démontré aussi bien chez l'animal que chez l'homme. Alors, l'obésité, je ne vais pas vous gargariser par l'obésité parce que vous avez eu. C'est juste pour vous dire qu'au Maroc, on est devant une double problématique. D'une part, on a toujours la dénutrition ou le retard statural, du moins chez l'enfant de moins de 5 ans, et d'un autre côté, il y a l'émergence du surpoids et de l'obésité. Donc on est face à un double problème auquel il faut agir. Si vous voyez donc dans ce tableau, et qui revient à l'enquête la plus récente du ministère de la Santé en 2018, vous voyez que chez l'enfant de moins de 5 ans, 9,5% de surpoids à la prévalence. Et vous allez voir qu'en même temps, on a la prévalence du retard statural, et c'est à peu près à 15%. Ce retard statural, heureusement, il y avait beaucoup de programmes, et aujourd'hui, on n'a plus la malnutrition aiguë. Ce que vous avez appris en même temps que moi il y a longtemps, la kwashiorkor, le marasme, etc. On n'a plus ça, mais on a ce qu'on appelle la dénutrition chronique, qui est représentée chez l'enfant par le retard statural. Pourquoi je dis le retard statural? Parce que c'est un élément qui concerne l'enfant, un être en pleine de croissance. Et ce retard de croissance, il est dû beaucoup plus, pas tant à l'apport quantitatif et qualitatif en tant que tel, mais il est dû aussi à ce qu'on appelle la faim cachée. C'est la carence en micronutriments qu'on a tendance malheureusement souvent à négliger et à oublier. Donc il y a ces problèmes-là. Alors, situation nutritionnelle au Maroc, vous voyez le surpoids, 10,8% des enfants de moins de 5 ans et à peu près 3% sont déjà obèses. Est-ce que ça arrive? Non? Ça va? Très bien. Donc, c'est à peu près 3%, ils sont obèses entre 13 ans et 17 ans. Donc, vous voyez, je suis en train de décrire une situation, mais je ne suis pas là pour parler de ça. Je suis là pour parler comment le microbiote peut influencer. Il peut contribuer ou peut engendrer une obésité. L'obésité, elle est multifactorielle. Certainement, vous l'avez bien étudié durant ces derniers jours. Alors, comment est réglée cette homéostasie énergétique? C'est un peu complexe. Et je vais essayer de vous résumer la situation. L'homéostasie énergétique, elle est réglée d'abord par en haut, c'est l'hypothalamus, c'est essentiellement les noyaux arqués. Et il y a le tissu adipeux par la leptine, l'hormone la leptine que vous connaissez très bien.
Il y a l'estomac par la ghrelin. L'estomac, quand il est distendu par l'alimentation, il libère cette hormone qui est orexogène, donc qui donne l'envie de manger. Il y a le foie, il y a le pancréas, le tissu adipeux. C'est par la sécrétion de l'insuline, vous venez de voir l'insuline. Et il y a l'intestin. Et donc on a toujours pensé que l'intestin, c'est seulement la digestion et l'absorption. Mais l'intestin, aujourd'hui, il est dans une position privilégiée. Hein, c'est un organe aussi endocrine et sécrète beaucoup d'hormones. Parmi ces hormones, celles qui vont intervenir donc dans cette régulation de l'homéostasie. Mais l'intestin aussi, il abrite ce microbiote. Avant, quand on parlait de l'intestin, c'était un organe de deuxième catégorie et il sert à fabriquer le côlon, etc. Mais aujourd'hui, on est sûr que le côlon, aujourd'hui, c'est un organe avec lequel il faut négocier parce qu'il abrite cette masse cellulaire qui n'est autre que le microbiote. Et donc, ce microbiote, il va agir par deux choses, par ses composants et par ses métabolites, pour toucher un peu cette physiopathologie de l'obésité. Puisqu'on parle du microbiote, alors le microbiote, juste un rappel, il y a plusieurs microbiotes. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le microbiote intestinal, tout simplement parce que c'est lui qui lui revient le mérite d'avoir poussé les scientifiques à s'intéresser au microbiote et à ses actions sur l'organisme. Et on voit ici, il y a plusieurs microbiotes, hein, mais le plus important, c'est le côlon, l'ilion. Et on voit ici représenter ce qu'on appelle les phyla, c'est-à-dire un groupement suprême de bactéries. Les phyla, par exemple, les firmicutes, les bactéroïdes, les actinobactéries, hein, auxquelles appartiennent les bonnes bactéries comme les bifidobactéries, il y a les protéinobactéries, etc. Donc il y a ce qu'on appelle les phylums au phyla. Et puis après, il y a les familles, il y a les espèces, il y a le genre. Donc véritablement, on est gouverné par un ensemble de cellules et par la métagénomique aujourd'hui de l'homme, il y a la génétique, notre génome, et il y a aussi le génome de ces bactéries. Donc on est dirigé par ce microbiote. Ce microbiote, donc, il est réparti en deux. Je vais résumer. Il y a les bonnes bactéries et les mauvaises bactéries. Les bonnes bactéries, c'est essentiellement les bifidos et les lactobacilles. Et c'est un équilibre naturel. On a ce qu'on appelle un microbiote équilibré. Ça revient à dire qu'on est en quelque sorte en bonne santé. Mais malheureusement, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer ce microbiote et on peut être en dysbiose. Et le facteur le plus connu aujourd'hui, c'est l'antibiothérapie abusive. Et donc, j'assimile ça, souvent j'ai dit, c'est comme un enfant auquel, on achetait un joli jouet à un enfant, et l'enfant, il finit par, ça y est, donc il a joué avec ce jouet, il commence à le frapper par terre, il le casse, il commence à pleurer, et on essaie... Et on commence à chercher comment on va réunir les éléments de ce jouet pour reconstituer le jouet. Alors c'est pratiquement ça. On a beaucoup de facteurs sur lesquels on peut agir dès la naissance, si je ne dis pas in utero, pour avoir un microbiote de qualité. Mais malheureusement, on fait tout, y compris la prescription antibiotique abusive, pour perturber ce microbiote, et après on commence à chercher des probiotiques pour réparer ce microbiote. Donc c'est ça voilà. Alors je vais essayer aussi d'attirer votre attention sur quelques éléments importants pour comprendre la suite, bien entendu. Il y a les firmicutes, c'est essentiellement les clostridiums. Mais le clostridium, ce n'est pas toujours péjoratif. Hein. Il y a des clostridiums qui sont... Dans ces filles-là, il y a des bactéries qui sont mauvaises et des bactéries qui sont bonnes. Et dans la famille des firmicutes, 60 à 80% de notre microbiote. Mais il y a des éléments qui sont bénéfiques. Deuxième partie, c'est les bactéroïdes. 15 à 30%. C'est les bactéroïdes et c'est Prévotella. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à chaque fois qu'on va parler d'une perturbation ou d'une influence, on va parler du rapport firmicute-bactéroïde. Donc rappelez-vous
bien de ce rapport firmicute-bactéroïde parce que c'est les deux phyla qui constituent l'essentiel de notre microbiote. Prévotella, je ne sais pas si vous vous rappelez de Prévotella, lors de l'épidémie Corona, on a essayé de trouver des explications et parmi les explications, malheureusement il est tombé en désuétude, on a évoqué pourquoi il y a une atteinte digestive dans le corona, parce qu'il y a le Prévotella dans le microbiote, et il va servir de vecteur pour les éléments de corona pour entraîner des manifestations digestives, etc. Mais cette hypothèse est tombée en désuétude après. C'est juste pour vous rappeler le Prévotella, il y a le bifidobactérie, etc. Donc, je résume, microbiote essentiellement fait de firmicutes et de bactéroïdettes, et le rapport firmicute-bactéroïdette est très important pour parler d'un équilibre du microbiote ou d'un déséquilibre. Alors, quels sont les facteurs qui vont influencer la mise en place de ce microbiote? Alors, ce microbiote, on avait tendance aussi à dire qu'à la naissance, le tube digestif du bébé est aseptique et il va être contaminé par la flore vaginale et par la flore intestinale, le microbiote intestinal de sa maman. Et après, aujourd'hui, on a commencé à parler même de passage de quelques bactéries à travers le placenta. Donc, on n'est plus la même pensée, on pensait avant que le lait maternel il est aseptique. Mais aujourd'hui, on peut dire que le lait maternel contient des bactéries, pour la plupart bénéfiques. Et on parle même du microbiote mammaire. Donc la glande mammaire est un véritable microbiote qui regorge de bonnes bactéries. C'est pour ça que le lait maternel, aujourd'hui, personne n'a pu, c'est-à-dire aucun lait n'a pu le détrôner jusqu'à ce jour parce qu'il est au-dessus de tous les laits qu'on peut offrir ou proposer à un bébé. Alors, il y a des facteurs. Il y a la première chose, c'est prendre soin du microbiote de la maman, puisqu'il y a cette liaison. Deuxième chose, à la naissance, il faut proposer le lait maternel, au moins les 6 premiers mois, pour conférer un microbiote de bonne qualité. Ça a été démontré, un microbiote d'un bébé nourri exclusivement au sein est de loin meilleur par rapport à celui qui reçoit une autre formule diététique standard. Deuxième chose, œuvrer pour un accouchement par voie basse. Ça a été confirmé. Donc, un bébé qui naît par voie basse a un microbiote de qualité meilleure par rapport à celui qui naît par voie haute, c'est-à-dire césarienne. Parce que le premier, il a hérité son microbiote de sa maman, du microbiote vaginal et intestinal, alors que l'autre, il a hérité des microbiotes de l'environnement, notamment du bloc, celui qui naît par césarienne. Donc ces facteurs ils sont déterminants pour la qualité d'un microbiote de qualité. Voilà ce travail qui est très ancien et qui confirme cette relation, c'est-à-dire qu'un bébé, on a analysé le microbiote de 2 bébés, même âge, premier mois, et on a vu que celui qui reçoit le lait maternel de façon exclusive a des taux de bifidobactéries supérieurs à celui qui reçoit une alimentation ou une formule lactée diététique standard. Je ne reviens pas sur l'importance de ce lait. Le lait maternel, pourquoi il est important? Tout simplement parce qu'on a parlé de l'impact de microbiote mammaire, des bifidobactéries, mais attention, il y a aussi ce lait maternel contient les HMO, Human Milk Oligosaccharides. C'est des oligosaccharides et vous allez être étonné, c'est le 3e composant avant les protéines qui constituent le lait maternel. Et ces oligosaccharides naturels, Human Milk Oligosaccharides, HMO, si vous entendez parler de HMO, il sert d'aliment pour les bonnes bactéries, à savoir les bifidos, etc. Donc, finalement, tout dans le lait maternel contribue à un microbiote de bonne qualité. Alors, pour entamer notre sujet, il y a 3 éléments. Il y a le microbiote, il y a l'alimentation, et à travers, il y a l'épithélium intestinal. Et cet épithélium intestinal, non pas seulement l'intestin, c'est l'organe immunitaire par excellence. C'est l'organe immunitaire parce que 70% des cellules immunitaires résident dans l'intestin. Deuxième chose, cette barrière intestinale, elle est capitale pour empêcher le passage des bactéries vers le milieu, dans la circulation.
Et cette action, elle passe par une perméabilité, une étanchéité. Et cette perméabilité, c'est ce qu'on appelle les jonctions interentérocytaires. C'est entre les entérocytes. Et il y a une couche de mucus qui met à l'écart les bactéries de notre microbiote, notamment les bactéries nocives. Donc toujours, les bactéries se mettent à l'écart grâce à cette couche. Donc toute destruction de cette couche-là et de cet épithélium, il va y avoir une hyperperméabilité et donc les composants bactériens, ils vont passer. Et parmi les composants, je vais vous le dire rapidement, c'est le LPS, les lipopolysaccharides et aussi les métabolites et ils vont agir. Vous allez me dire, mais quel est le rapport avec l'obésité? Voilà. Alors, quel est le rapport? Avant de dire ça, il faut d'abord dire que le microbiote, il utilise notre alimentation pour produire des métabolites. Voilà. Donc, le fait de métaboliser les glucides, ça va aboutir à des acides gras à chaîne courte. Vous allez voir l'impact de ces acides gras à chaîne courte. Et il métabolise les protéines, et vous allez voir quels sont les dérivés de cette action métabolique sur notre organisme. Troisième chose, ils vont métaboliser les lipides. Alors, je passe rapidement parce que ça risque de... Alors, ces protéines, rapidement, et on va y revenir, c'est la production d'amines, phénols, l'ammoniac qui serait cancérigène, etc. Tout ça, heureusement, dans la vie normale, s'il y a une alimentation, une bonne alimentation riche en fibres, on va avoir tendance à une fermentation, production d'acides gras à chaîne courte, et donc cette action elle-même servira de frein pour cette protéolyse qui va fabriquer ces amines toxiques, cet ammoniac, etc. Donc je passe rapidement. Alors on a intérêt après tout ça à avoir un microbiote équilibré. Sinon, on appelle ça une dysbiose, un déséquilibre de notre microbiote qui aujourd'hui, et par tous les travaux, et ça a été confirmé, au moins quand on parlait de ça les années 2000 et les années 2000 à partir de l'année 2002, il y avait toute une réticence, mais aujourd'hui, ça a été confirmé qu'une dysbiose elle est à l'origine de beaucoup de pathologies, côlon irritable, les allergies, le diabète qu'on a traité ici à l'ADN, il y a les béquilles, il y a les cancers et l'obésité. Alors l'obésité, on va se poser la question, quels sont les travaux qui ont confirmé que le microbiote interviendrait dans la genèse de cette obésité? Alors le premier travail qui a initié cette réflexion, c'était durant les années 2000. Et ce n'est pas étonnant, les années 2000, c'est l'éclosion de cette biologie moléculaire qui était à l'origine d'une meilleure connaissance de notre microbiote. Et donc le premier travail, c'était sur l'animal. Et qu'est-ce qu'ils ont constaté? Que l'animal obèse, il y a une inversion de ce fameux rapport Firmicutes-Bacteroides. Donc il y a un déséquilibre. Donc vous allez me dire, mais l'animal, qu'en est-il de l'homme? Alors, les mêmes travaux, une année après, ont été effectués chez l'homme. Et on a remarqué, on a fait un travail, un homme mince versus un homme obèse. Et on a remarqué la même chose. Et plus que ça, on a mis l'homme obèse sous régime de restriction glucidique et lipidique et on a remarqué qu'il y a une inversion de ce rapport au niveau de notre microbiote. Donc l'alimentation influence cette évolution vers l'obésité. On peut toujours se demander, mais comment cette alimentation peut agir? Alors comment elle peut agir? Et il y a la récupération des polysaccharides par le microbiote. Deuxième chose, le microbiote potentialise l'absorption des monosaccharides. Les monos, c'est les glucoses, etc. Troisième chose, le microbiote, il induit la lipogénèse de nouveau au niveau hépatique. La quatrième chose, cette action est due à la suppression du facteur FIAF. C'est quoi le FIAF? C'est le Fasting Induction Adipocite Fatty. Au niveau des... Qu'est-ce qu'il fait? Il bloque une enzyme, c'est la LPL. Donc il empêche la synthèse de lipides. Donc c'est le FIAF. Alors qu'est-ce qu'il fait le microbiote? Il bloque par le biais de ces composants comme le LPS de bloquer l'action du FIAF et donc libérer les LPL et donc entraîner une synthèse de lipides. Ça a été aussi démontré chez l'enfant. C'est Kalliomäki qui est finlandais, et d'ailleurs les Scandinaves sont connus par ses travaux
les travaux donc, de qualité parce qu'ils ont des cohortes, etc. Ils ont comparé deux groupes d'enfants hein, depuis le jeune âge et ils ont analysé le microbiote de ces enfants. Qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Ceux qui sont devenus obèses, ils avaient dès le départ une dysbiose. Alors que ceux qui sont restés minces à l'âge de 12 ans, ils avaient un microbiote équilibré. Donc ils n'étaient pas en dysbiose. Ça, c'est le travail de Kalliomäki qui a bouleversé les données. Donc, microbiote et alimentation, obésité, il y a beaucoup de choses aussi à vous dire en ce qui concerne. Je vais essayer de réduire tout ça parce que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour parler de ce mécanisme-là. Donc, à la base, qu'est-ce qu'il y a? La présence de beaucoup de lipides au niveau de l'intestin, c'est-à-dire un repas riche en graisse, entraîne la libération par les bactéries de LPS, les lipopolysaccharides. Et ces lipopolysaccharides et la matière grasse, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente la perméabilité intestinale. Donc, il y a un intestin qui devient poreux. Deuxième chose, il diminue l'expression des protéines des jonctions serrées. Donc voilà une perméabilité de l'intestin qui est affectée. Et production accrue de bile. La bile, certes, c'est un produit antibactérien, mais en excès, elle va entraîner une résistance au niveau des bactéries du microbiote et donc augmenter la translocation. C'est quoi la translocation? C'est la libération de ces LPS qui vont passer à travers. Et d'ailleurs, dans la genèse du diabète, etc., ce LPS, quand il se localise au niveau des îles de Langerhans, il va les détruire, il va entraîner une insulinorésistance et donc l'éclosion du diabète de type 2. Donc tout commence par la présence accrue de graisse et donc libération de LPS et perméabilité intestinale qui est engendrée, etc., etc. Plus que ça, le LPS, il produit la production de ce qu'on appelle les lipides bioactifs. À partir des lipides contenus dans l'alimentation, les lipides bioactifs, je ne vais pas rentrer dans les détails, de parler de AE, etc., il y a les lipides openers et les lipides gatekeepers, c'est-à-dire des bioactifs qui vont garder la perméabilité intègre et d'autres qui vont endommager l'intégrité intestinale. Donc le maître mot, c'est alimentation, c'est production de ces composés bactériens qui est le LPS et cette perturbation de l'épithélium intestinal. Et donc la suite, vous la connaissez. Le LPS, une fois il passe, salue les dégâts, à savoir au niveau du tissu adipeux, etc. Et vous avez vu comment le microbiote participe aussi à la néoglycogénèse de l'ovo, etc. Donc, rapidement, c'est un travail magnifique qui a été fait chez le diabétique et il a comparé le microbiote d'un diabétique de type 2 et le microbiote d'un sujet. Et on a remarqué que chez le diabétique, il y a une diminution des bactéries à butyrate. C'est quoi les bactéries butyrate? C'est le bactérium, c'est les Faecalibacterium pronensis. Ce Faecalibacterium, on a remarqué que chez les Crohn, il leur manque cette bactérie. Donc vous voyez que les choses se relient à ce niveau-là, qu'on veuille ou pas. Il y a un autre microbiote qui est en train de nous guider, etc. Et c'est quoi le butyrate? Il fait partie des acides gras à chaîne courte que notre microbiote, et notamment les bonnes bactéries, produisent. Et le butyrate, il a une action positive sur la barrière intestinale et aussi sur la trophicité. C'est-à-dire, il préviendrait même l'installation d'un cancer. Le cancer du côlon, il y a plusieurs facteurs. Mais entre autres facteurs, il y a ce butyrate et ces bactéries à butyrate. Si on a beaucoup de bactéries, on peut être à l'abri au moins de ce côté-là. Alors, masse bactérienne, elle va utiliser les protides. Alors les protides, rapidement, c'est l'oxydoréduction des acides aminés, c'est le microbiote qui va recevoir les protides qui restent dans notre alimentation. Qu'est-ce qu'il va produire? Alors il va produire soit de bonnes choses, soit de mauvaises choses. Il y a le pécrésol et l'indole. Il diminue la progression de l'inflammation hépatique. Très bien. Le phénylacétate, il augmente la progression de la NASH chez les personnes obèses. L'imidazole propionate, qui dérive de l'histidine, c'est-à-dire ils prennent l'histidine et ils produisent celui-là, il est impliqué dans la genèse du diabète.
Donc, les amines qui sont concentrées, leur concentration elle est modulée par les pectines, par les fibres. Alors, ils sont bénéfiques comme les spermidines, ils protègent contre les maladies cardiovasculaires. Ou bien ils sont délétères comme la L-carnitine, qui peut être au niveau du foie à l'origine de TMAO. TMAO, on vient de parler du risque cardiovasculaire chez le diabétique. Donc, vous voyez, alimentation, obésité, diabète, microbiote, tout se lie entre le 4-crésolol et dans le diabète. C'est un composé organique produit par le microbiote intestinal. C'est métabolite qui aurait des effets protecteurs, notamment en stimulant la croissance des cellules bêta du pancréas qui produisent l'insuline. Le 4-crésolol, il provient donc de ces bactéries, mais il peut provenir de l'alimentation aussi. Alors on le trouve dans les aliments fumés, dans les tomates, les asperges, les produits laitiers, mais aussi dans le café et le thé noir. Le propionate, j'ai dépassé pour conclure, oui. Donc celui-là, il y a aussi les métabolites des polyphénols, il y a les lipides, il y a augmentation de l'apport lipidique et les cellules. Bon, dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de temps à ça. J'ai réduit cette présentation parce que c'était en table ronde, mais malheureusement, je ne peux pas le réduire encore davantage. Les acides gras à chaîne longue, l'oméga 3, on trouve cette action avec le microbiote parce que le microbiote, il l'utilise pour produire de très bonnes substances sur la santé. Alors, les glucides, je passe. Les régimes, le régime occidental, il est délétère sur le microbiote. Le régime méditerranéen, par contre, il est bon pour le microbiote. Il y a un équilibre, augmentation des bactéroïdes, et augmentation des acides gras à chaîne courte. Le régime méditerranéen, qui est le nôtre, le sud de l'Italie, Malte, le Maroc, etc., ça n'a rien à voir avec le régime actuellement occidental, riche en lipides, en protéines, etc. Le régime, la viande dans la viande, etc. Mais je parle du bon régime alimentaire, c'est-à-dire de tagine al-Maghribi, il fait beaucoup de légumes et peu de viande, et le couscous, le semoule, avec beaucoup de légumes et peu de viande. Ça, c'est les bonnes règles et les bonnes habitudes. Donc, juste pour vous dire qu'il y avait ces travaux, c'est pour essayer donc de trouver une solution sous forme de probiotiques, et on a pu isoler pas mal de bactéries qui ont un effet positif comme le L-plantarum. On peut en parler après. Il y a le dipeptide MDP, le Bifidobacteria fragilis, tout ça. Ils sont, et surtout la bactérie, si vous allez l'entendre aujourd'hui, il fait le buzz, c'est la Kemantia municiphala. C'est une bactérie qui est bénéfique pour la couche du mucus, rappelez-vous, celle qui tient ce microbiote à l'abri, à distance de notre intestin et de notre barrière intestinale. Et donc je passe postbiotiques, juste pour vous dire, c'est la fin, les postbiotiques. On a utilisé les probiotiques, qui sont des bactéries, les prébiotiques qui ne sont autres que des oligosaccharides ou des fibres, et on a le symbiotique, c'est le mélange des deux, et aujourd'hui on parle du postbiotique. Ça revient à prendre une bactérie, les composants de cette bonne bactérie pour essayer de restituer l'effet positif. Et puis à la fin, il y a la transplantation fécale qui n'a pas donné beaucoup. Il a donné de très bons résultats chez l'animal obèse, mais chez l'homme, il n'a pas encore prouvé donc, son efficacité. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention.